La trahison n'est pas une erreur, c'est un coup qui secoue tout ton monde. Elle ne s'arrête pas à l'acte, elle s'ancre dans l'esprit, ronge la confiance et brise le calme. Peu importe si elle vient d'un ami, d'un partenaire ou de quelqu'un de ton propre sang, elle blesse toujours plus qu'elle ne le montre. La trahison n'est pas oubliée, elle laisse des cicatrices invisibles qui accompagnent chaque pensée, chaque doute et chaque souvenir. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est qu'elle ne détruit pas seulement la personne trahie. Le traître est également marqué, même s'il le cache derrière de faux sourires et des excuses. Il vit piégé dans une insomnie qui le poursuit, dans une culpabilité qui ne se tait jamais et dans une solitude qui grandit avec le temps. C'est la conséquence inévitable. Celui qui trahit creuse sa propre ruine. Maintenant, c'est à toi de décider quoi faire de ce coup. Tu peux te noyer dans le ressentiment ou le transformer en discipline. Tu peux laisser la trahison te voler ta paix ou tu peux reprendre le contrôle de toi-même et construire un caractère impossible à briser. Le stoïcisme ne nie pas la douleur, il l'affronte et la transforme en force. Car le véritable pouvoir n'est pas dans la vengeance, mais dans le fait de devenir intouchable, de faire en sorte qu'aucun acte extérieur ne puisse ébranler ton intérieur. Reste jusqu'à la fin. Car ici, tu découvriras 8 pratiques stoïciennes qui non seulement t'apprendront à surmonter la blessure, mais aussi à la transformer en ton plus grand avantage. Parce que la trahison détruit celui qui la commet, mais toi, si tu choisis bien, elle peut t'élever au-dessus de tout. 1. Ne laisse pas la trahison définir ta valeur. C'est comme quand quelqu'un met le feu à une maison de l'intérieur. L'incendie commence petit, presque invisible, mais il consume bientôt les murs, le toit et tout ce qui était calme. C'est ainsi que fonctionne la trahison. Elle ne détruit pas seulement la confiance envers celui qui t'a fait défaut, mais elle menace aussi d'incendier ta propre sécurité et ta perception de la valeur. Le premier réflexe de celui qui a été trahi est de se blâmer, de se demander ce qu'il a fait de mal, s'il n'a pas été suffisant ou si quelque chose en lui a provoqué cette tromperie. Et c'est là que la blessure devient plus profonde, car la douleur externe se transforme en un ennemi interne qui commence à ronger l'estime de soi. Ne laisse pas la trahison définir qui tu es. Ta valeur ne dépend pas des actes des autres, mais de ton intégrité, de ta discipline et de ta capacité à rester ferme, même quand quelqu'un brise ce qui semblait indestructible. Les stoïciens enseignaient que l'extérieur est hors de ton contrôle. La trahison appartient au domaine de l'extérieur, mais l'interprétation que tu lui donnes, ça t'appartient. Si tu décides que cette trahison signifie que tu ne vaux rien, tu te chaînes toi-même à l'erreur de l'autre. Mais si tu la vois comme un test, comme un entraînement brutal qui te pousse à grandir, tu la transformes en ton allié. Le conseil ici est clair, ne remets pas ton identité entre les mains des autres. Quand quelqu'un te fait défaut, rappelle-toi que ce qui a été mis en évidence, c'est sa faiblesse, pas la tienne. Pratique l'habitude de te séparer émotionnellement de l'action du traître. Fais-le à travers des exercices simples. Écris chaque jour 3 raisons pour lesquelles ta valeur ne dépend pas des autres, mais de ce que tu fais, penses et construis. Répète des affirmations internes qui renforcent ton esprit, non pas comme des phrases vides, mais comme des rappels pratiques. Je suis toujours intègre, je suis toujours discipliné, je suis toujours maître de mon caractère. Évite de t'entourer de personnes qui alimentent l'idée que ta valeur dépend de la reconnaissance externe. Il est facile de se laisser entraîner par les voix qui disent que tu as été naïf, que tu n'as pas su voir les signes ou que tu méritais plus. Mais la vérité stoïcienne est que la méritocratie n'est pas dictée par la trahison, mais par ta propre cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Pour ne pas tomber dans le piège que la trahison te définit, apprends à pratiquer le détachement. Cela ne signifie pas la froideur, cela signifie mettre chaque chose à sa place. Ce qui dépend de toi, prends-en soin et renforce-le. Ce qui ne dépend pas de toi, accepte-le et laisse-le partir. La prochaine fois que la blessure voudra te parler avec la voix du doute, rappelle-toi cette image. Le feu que quelqu'un a allumé dans ta maison n'a pas à consumer ton essence.
Tu décides si tu l'éteins avec discipline et calme ou si tu laisses détruire ta valeur. Parce que la trahison ne définit pas qui tu es, elle révèle seulement qui tu es capable de devenir lorsque tu choisis de ne pas te prosterner devant elle. 2. Distingue entre les faits et les jugements. Quand un éclair frappe au milieu du champ, il brûle la terre sans demander la permission. C'est un fait, un événement qui se produit peu importe ce que tu penses. Mais si quelqu'un observe le même éclair, il peut dire que c'était un signe, un châtiment ou même une bénédiction. C'est le jugement, l'interprétation que l'esprit ajoute à ce qui s'est passé. La trahison fonctionne de la même manière. Le fait est clair, quelqu'un a brisé ta confiance. Ce que tu fais ensuite avec ce fait détermine si tu te noies dans la douleur ou si tu le transformes en apprentissage. Les stoïciens répétaient encore et encore que ce ne sont pas les événements qui nous détruisent, mais les jugements que nous portons sur eux. La première pratique est d'apprendre à séparer ce qui s'est réellement passé de l'histoire que ton esprit commence à se raconter. Écrire peut être un exercice puissant. Prends un cahier et note froidement ce qui s'est passé, sans adjectifs, sans émotion, juste des faits. Par exemple, j'ai fait confiance à cette personne, j'ai partagé ceci, telle action s'est produite. Ensuite, dans une autre colonne, écris ce que tu as pensé à ce sujet. Il m'a trahi parce que je ne vaux rien, il m'a trompé parce que je suis faible. En regardant les deux colonnes, tu remarqueras que la blessure s'approfondit plus dans les jugements que dans les faits. Le deuxième conseil est de former ton langage interne. Quand tu parles à toi-même, élimine les étiquettes qui augmentent la charge émotionnelle. Au lieu de répéter « on m'a trahi parce que je ne mérite pas de respect », change pour « on m'a trahi ». Et c'est une décision qui parle d'eux, pas de moi. Au début, cela peut sembler forcé, mais avec la répétition, cela devient une discipline qui nettoie ton esprit des pensées qui ne te correspondent pas. L'objectif n'est pas de nier ce qui s'est passé, mais de le regarder avec des yeux plus fermes et moins contaminés. Une autre étape importante est de pratiquer la pause avant de réagir. La trahison suscite la colère, la tristesse et le désir de vengeance, mais toutes ces réponses naissent de jugements précipités. Quand l'émotion t'envahit, respire profondément et rappelle-toi, c'est le fait, le reste sont des interprétations. Cette habitude de t'arrêter ne serait-ce que quelques secondes ouvre la possibilité d'agir avec clarté au lieu de te laisser emporter par la tempête. Pour renforcer cette pratique dans la vie quotidienne, cherche des petits entraînements quotidiens. Si quelqu'un te parle brusquement, au lieu de supposer que c'est une attaque personnelle, pense au fait. Cette personne a parlé de telle manière. Le jugement qu'il ne me respecte pas ou me déteste est quelque chose que tu ajoutes. Plus tu t'exerces dans des situations petites, plus il sera facile de l'appliquer quand un vrai coup comme la trahison arrivera. Rappelle-toi que l'esprit peut être ton allié ou ton bourreau. Si tu confonds les faits avec les jugements, tu vivras emprisonné dans une prison invisible. Mais si tu apprends à voir les choses telles qu'elles sont, tu te libères du poids inutile et tu reprends le contrôle. Parce que la trahison fait mal, oui, mais ce qui te blesse le plus n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu décides de penser après. 3. Établis des limites internes inébranlables. La mer peut recevoir des milliers de tempêtes, mais elle ne permet jamais que le sel de l'océan la transforme en quelque chose d'autre que ce qu'elle est. Ainsi doivent être tes limites internes, un mur invisible qui protège ta paix, même si le monde essaie de la traverser. La trahison fait mal parce qu'elle franchit des frontières que tu croyais sûres, mais la plus grande erreur est de penser que ces frontières dépendent des autres. Les véritables limites naissent en toi et ne peuvent être violées si tu apprends à les renforcer chaque jour. Le premier conseil pour y parvenir est d'identifier clairement ce que tu n'es pas prêt à négocier. Il ne s'agit pas de dresser des murs contre tout le monde, mais de reconnaître tes valeurs essentielles. Écris-les et garde-les à l'esprit. Respect, honnêteté, discipline, sérénité. Lorsque quelqu'un essaie de briser ta confiance, rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas du fait qu'on te respecte, mais du fait que tu ne trahis pas ses principes. Cela fait de la trahison un miroir. Elle révèle qui a rompu son intégrité, mais aussi qui a su la maintenir.
La deuxième étape est de former la réponse intérieure. Une limite inébranlable ne s'exprime pas toujours par des crises ou des confrontations. Parfois, c'est aussi simple qu'un silence ferme ou un retrait paisible. Tu n'as pas à justifier chaque décision, ni à expliquer pourquoi tu choisis de t'éloigner de ce qui te fait du mal. La pratique stoïcienne enseigne que la sérénité est la plus grande preuve de force. En ne réagissant pas avec colère, tu montres que ta paix n'est pas à vendre et que personne n'a le pouvoir de la contrôler. Un autre conseil est de prendre soin de ton cercle proche. Les trahisons ont tendance à se répéter lorsque tu acceptes de t'entourer de personnes qui ne respectent pas tes valeurs. Établir des limites signifie aussi choisir avec qui tu partages ton temps, ton énergie et tes secrets. Demande-toi si ceux qui t'entourent renforcent ta discipline ou l'érodent. Si la réponse n'est pas claire, observe les actions plutôt que les paroles. Le traître se trahit toujours dans les détails et ta tâche est d'être attentif sans perdre ton calme. Pour renforcer cette pratique, conçois de petits entraînements quotidiens. Dis non quand quelque chose ne te convient pas, même si c'est inconfortable. Retire-toi d'une conversation qui dégrade ton énergie. Garde le silence quand tu ressens le besoin de te justifier. Chaque action de ce type renforce le mur interne et te prépare à résister à de plus grandes trahisons. L'objectif est que personne ne puisse te renverser parce que tes limites ne sont pas à l'extérieur, mais dans le caractère que tu construis jour après jour. Souviens-toi que celui qui n'a pas de limite devient un terrain facile pour quiconque veut en profiter. La trahison n'est pas seulement un coup, c'est aussi un avertissement. Si tu apprends à établir des frontières fermes, non pas par peur, mais par clarté, tu deviens quelqu'un qui peut marcher en paix, même au milieu de la tempête. Parce qu'au final, la véritable liberté consiste à ne permettre à rien ni à personne de pénétrer là où tu décides seul d'avoir le contrôle. 4. Conçois ta routine de paix. Le chaos ne prévient pas, il apparaît comme un voleur dans la nuit et désordonne tout ce qui semblait stable. La trahison agit de la même manière, elle frappe sans prévenir et laisse derrière elle un vide de questions et un écho de colère. Si tu n'as pas un refuge interne, ce chaos finit par s'emparer de ton esprit et par t'entraîner avec lui. C'est pourquoi il est essentiel de créer une routine de paix, un espace qui ne dépend pas de l'extérieur, mais de ce que tu construis chaque jour avec discipline et clarté. Le premier conseil est de commencer par les matins. Le réveil donne le ton de toute la journée, et celui qui a subi une trahison a tendance à ouvrir les yeux avec un poids invisible, revivant ce qui s'est passé. Ici, la pratique stoïcienne consiste à anticiper le coup de la mémoire. Consacre les premières minutes à respirer profondément, à écrire dans un cahier ou à méditer en silence. Il ne s'agit pas de rituels vides, il s'agit d'entraîner l'esprit à se rappeler que ce qui compte, c'est comment tu choisis de commencer, pas ce qu'on t'a fait hier. Une autre étape essentielle est d'organiser tes journées avec des actions qui nourrissent le calme. Concevoir une routine de paix ne signifie pas remplir ta journée d'activités, mais d'habitudes qui agissent comme des ancres. Cela peut être sortir pour une promenade, lire quelques pages d'un livre qui t'inspire, entraîner ton corps pour libérer la tension, ou simplement prendre 10 minutes pour te déconnecter du bruit. L'important est que ces pratiques deviennent constantes, car la discipline est ce qui transforme la paix en quelque chose de réel et non en un désir abstrait. Le troisième conseil est d'apprendre à protéger ton esprit de la surcharge. Après une trahison, il est facile de se réfugier dans les réseaux sociaux, les conversations interminables ou les distractions qui ne font qu'alimenter le malaise. Ici, la limite consciente entre en jeu. Consacre des moments spécifiques au repos numérique et entoure-toi d'environnements qui ne multiplient pas ton anxiété. Le silence bien géré est plus puissant que 1000 mots répétés sans sens. Pour renforcer cette pratique, fais-en un engagement envers toi-même. Établis une routine nocturne qui clôture la journée avec clarté. Avant de dormir, passe en revue brièvement ce que tu as bien fait, ce que tu peux améliorer, et remercie au moins une chose, aussi petite soit-elle. Les stoïciens pratiquaient cette révision quotidienne parce qu'ils comprenaient que la paix ne se trouve pas par accident.
Elle se conçoit avec de petits pas qui se répètent jusqu'à devenir une partie de ton caractère. Celui qui n'a pas de routine de paix est à la merci de n'importe quelle tempête. En revanche, celui qui la cultive devient un terrain fertile qui fleurit même après l'incendie. La trahison peut briser la confiance extérieure, mais elle n'a pas à voler la tranquillité intérieure si tu apprends à la construire tous les jours. Parce que la paix n'est pas un cadeau, c'est une conception consciente. Et quand tu la transformes en ta routine quotidienne, aucun coup ne peut te la dérober. 5. Redessine ton futur avec intention. Un verre cassé ne redevient jamais le même si tu le colles soigneusement. Les fissures restent, l'éclat change et la forme n'est plus la même. C'est ainsi que fonctionne la vie après une trahison. Le passé ne peut pas être refait, mais le futur peut être redessiné avec de nouvelles lignes qui n'existaient pas auparavant. S'accrocher à ce qui a été brisé ne fait que prolonger la douleur, tandis que tracer une nouvelle carte ouvre la possibilité de marcher avec plus de clarté et de but. La première étape est d'accepter que la trahison a modifié ton parcours. Faire semblant que rien ne s'est passé, c'est te tromper toi-même et permettre que le coup continue de contrôler ta vie depuis l'ombre. La pratique stoïcienne, ici, consiste à reconnaître le fait sans le dramatiser, à le regarder en face et à dire « ceci s'est produit, et maintenant je décide de ce que je vais faire avec ce qui reste ». Cette décision marque le début de la refonte, car elle place le pouvoir de ton destin entre tes mains et non dans celle du traître. Le deuxième conseil est de fixer de nouveaux objectifs avec intention. Après une trahison, beaucoup de personnes restent coincées dans l'obsession de comprendre pourquoi cela s'est produit, comme si trouver des réponses effaçait la blessure. Mais ce cercle ne fait que consommer de l'énergie. Au lieu de cela, établis des objectifs clairs qui répondent à ton essence et non à ton ressentiment. Demande-toi quel projet tu as mis de côté, quelles relations méritent d'être cultivées, quelles habitudes peuvent renforcer ton caractère. Chaque objectif doit être une brique dans la construction d'un futur où ta valeur ne dépend de personne d'autre. Le troisième conseil est de visualiser ton chemin avec des actions concrètes. Il ne suffit pas de rêver d'un futur différent, il faut le traduire en discipline. Si tu désires la paix, incorpore des pratiques quotidiennes de silence et de réflexion. Si tu veux de la force, engage-toi dans l'exercice physique et mental. Si tu cherches des liens authentiques, apprends à choisir soigneusement qui tu laisses entrer dans ton cercle. Le futur ne se dessine pas avec des mots, il se sculpte avec des décisions répétées jour après jour. Il est également important de nettoyer les restes du passé. Garder des messages, des souvenirs ou des routines qui te lient à la trahison, c'est comme garder des cendres sur la table, en espérant qu'un jour, elles redeviennent du feu. Libère-toi de ce qui n'a plus de sens, non pas avec colère, mais avec la clarté que ces pièces ne s'intègrent pas dans ton nouveau design. Le détachement n'efface pas la mémoire, mais il te donne de l'espace pour construire quelque chose de différent. N'oublie pas que redessiner ton futur n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu veux éviter que la trahison ne devienne ta prison. Chaque nouvelle ligne que tu traces est une déclaration que ta vie n'est pas restée liée à ce qu'on t'a fait, mais qu'elle avance vers ce que tu décides d'être. Et quand tu marches avec cette intention, la trahison cesse d'être une fin et devient le début d'un horizon que tu as toi-même dessiné. 6. Fais de ton silence ton arme la plus puissante. Le tranchant d'une épée brille, mais le silence coupe plus profondément. Celui qui maîtrise le silence n'est jamais désarmé, car il apprend à répondre sans gaspiller son énergie en paroles inutiles. La trahison pousse à parler, à crier, à exiger des explications qui arrivent rarement. Cependant, l'expérience montre que le bruit ne fait qu'alimenter le traître et épuise le trahi. Le silence, en revanche, protège l'esprit, renforce le caractère et démontre un pouvoir qui n'a pas besoin de validation. Le premier conseil est de comprendre que le silence ne signifie pas faiblesse. Se taire n'est pas se rendre, c'est choisir intelligemment quelle bataille mérite ta voix. Le traître attend ta réaction pour se justifier ou pour continuer à faire du mal, mais quand tu choisis le silence, tu lui arraches ce terrain. Pratique cette discipline au quotidien.
Évite de répondre immédiatement à une provocation. Prends quelques secondes avant de réagir et tu verras comment le calme devient ton bouclier le plus solide. Le deuxième conseil est d'utiliser le silence comme espace de construction intérieure. La trahison laisse du bruit dans l'esprit, des pensées qui tournent sans cesse. Si tu ne les interromps pas, elles te consument. Consacre du temps chaque jour à t'asseoir en silence, sans distraction, juste avec toi-même. Cette simple pratique t'entraîne à observer tes pensées sans te laisser emporter par elles. Le silence n'est pas vide, c'est un atelier où l'esprit se réorganise et la sérénité se renforce. Un autre aspect clé est d'appliquer le silence comme filtre dans tes relations. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne nécessite pas d'explication. Quand quelqu'un brise ta confiance, souvent la chose la plus sage à faire est de te retirer sans discours. Le silence communique plus que 1000 arguments, car il montre clairement que tu n'as pas l'intention de t'engager dans des jeux émotionnels. Cette fermeté, bien qu'elle semble invisible, impose le respect et trace une limite que peu osent franchir. Pour le pratiquer au quotidien, établis des moments spécifiques de déconnexion. Éteins le bruit numérique, évite les conversations inutiles et cultive des pauses conscientes tout au long de la journée. Chaque instant de silence est une opportunité pour récupérer de l'énergie, clarifier l'esprit et renforcer ta discipline. Quand tu apprends à apprécier ces espaces, tu découvres que le silence n'est pas absence, mais présence pleine. Souviens-toi que celui qui maîtrise le silence n'est jamais vulnérable. La trahison peut essayer de t'arracher des mots, mais ta force se mesure à ta capacité de ne pas en donner plus que nécessaire. Dans un monde où tout le monde cherche à parler, à expliquer et à se justifier, le silence devient une arme rare et redoutée. Parce que quand tu choisis de te taire non pas par lâcheté, mais par clarté, tu montres que ta paix ne dépend pas des confrontations, mais d'un contrôle interne que personne ne peut te prendre. 7. Transforme la blessure en entraînement. La blessure ouverte fait mal, mais elle révèle aussi où se trouve la partie du corps qui a besoin de plus de force. La trahison agit de la même manière, elle frappe à l'endroit le plus vulnérable et le transforme en un rappel de ce qui doit être travaillé. Cette cicatrice qui dérange tant peut être vue comme une marque de faiblesse ou comme le signe que tu as survécu et que tu as maintenant l'opportunité de former ton caractère avec plus de discipline qu'avant. Le premier conseil est de ne pas nier la blessure. Prétendre que cela ne fait pas mal ne fait que prolonger le mal. Reconnais la trahison, nomme-la, ressens son poids, mais ensuite change la direction de ton regard. La question ne doit pas être pourquoi cela m'est arrivé, mais que puis-je faire avec ce qui m'est arrivé. C'est la pratique stoïcienne, accepter la réalité sans résistance inutile, et ensuite l'utiliser comme matière première pour grandir. Le deuxième conseil est de transformer la douleur en habitude constructive. Chaque fois que la mémoire te rappelle ce qui s'est passé, au lieu de nourrir la colère, utilise cette énergie dans des entraînements concrets. Sors courir pour libérer la tension, écris dans un journal ce que tu ressens, consacre des heures à l'apprentissage de quelque chose de nouveau. La trahison devient un moteur qui pousse à s'améliorer, à condition que tu décides de canaliser l'énergie vers l'avant plutôt que de rester coincé dans le passé. Une autre pratique essentielle est de réinterpréter la cicatrice comme un symbole de force. Au lieu de la cacher, regarde-la comme une preuve que tu as résisté à ce que beaucoup n'auraient pas supporté. Cette perspective change tout, car elle cesse d'être une marque de honte et se transforme en l'emblème de quelqu'un qui s'est entraîné dans l'adversité. Chaque blessure apporte une leçon, et le véritable entraînement consiste à apprendre à la voir clairement au lieu de répéter l'histoire avec amertume. Pour renforcer ce processus, conçois de petits défis quotidiens qui te poussent à renforcer ce que la trahison a affaibli. Si ta confiance a été affectée, pratique l'ouverture petit à petit avec des personnes dignes de respect. Si ta estime de toi a été endommagée, engage-toi à atteindre des objectifs simples qui confirment ta discipline. Si ta tranquillité a été perturbée, consacre du temps à des exercices de respiration ou de méditation. La clé est de s'entraîner sur le même terrain où la blessure a eu lieu,
jusqu'à ce que la vulnérabilité devienne une force. Souviens-toi que la douleur est inévitable, mais que la souffrance prolongée est optionnelle. La trahison peut te laisser une marque, mais c'est toi qui décides si cette marque sera le signe d'une défaite ou la preuve d'un entraînement surmonté. Chaque fois que la cicatrice tente de te rappeler ce que tu as perdu, pense aussi à ce qu'elle dit de ce que tu as gagné. La résistance, la discipline et la clarté que tu portes maintenant en toi. Transformer la blessure en entraînement, c'est choisir que ton histoire ne se termine pas par le coup, mais par la force qui est née grâce à lui. 8. Deviens intouchable depuis ta paix. Le feu s'éteint lorsqu'il ne trouve plus de bois à consumer. Il en va de même pour la trahison. Elle se nourrit de la douleur qu'elle laisse en toi. Mais lorsque tu atteins un état de paix intérieure, elle n'a plus de carburant. Celui qui parvient à construire cette tranquillité devient intouchable, car aucun mot, action ou tromperie externe n'a le pouvoir de détruire ce qui est déjà solide à l'intérieur. C'est l'objectif stoïcien. Atteindre une forteresse silencieuse qui ne dépend de personne d'autre. Le premier conseil est de comprendre que la paix n'est pas l'absence de conflit. C'est la maîtrise de soi au milieu de n'importe quelle tempête. Tu peux être entouré de traîtres, de personnes qui essaient de te blesser ou de te mépriser, mais si ton esprit est entraîné à ne pas réagir impulsivement, tu as déjà gagné. Pratique l'observation de tes émotions chaque jour. Identifie quand la colère veut sortir, quand la tristesse veut te dominer, et apprends à répondre avec calme au lieu de te laisser emporter. Le deuxième conseil est de cultiver des habitudes qui renforcent cette paix, comme s'il s'agissait de murs internes. La méditation quotidienne, l'écriture réflexive et l'activité physique sont des outils pratiques pour maintenir ton esprit et ton corps en équilibre. Ne sous-estime pas la simplicité, car ce sont les petites routines qui forment une base solide. Si chaque jour tu entraînes ta tranquillité, chaque jour tu réduis le pouvoir de l'extérieur sur toi, c'est ainsi que tu construis la véritable intouchabilité. Une autre étape importante est de redéfinir tes liens. Tu ne peux pas empêcher l'existence de personnes qui trahissent, mais tu peux choisir avec qui tu partages ton énergie. Choisis des environnements où ta paix n'est pas une exception, mais la norme. Cela ne signifie pas t'isoler, cela signifie donner la priorité à ceux qui apportent sérénité et respect. Lorsque ton cercle reflète la tranquillité que tu portes en toi, ta capacité à la maintenir, même face à des attaques externes, est renforcée. Tu dois également apprendre à utiliser la perspective stoïcienne en tout temps. Rappelle-toi la dichotomie du contrôle. Ce que font les autres est hors de tes mains, mais ta réponse dépend toujours de toi. Ce rappel constant transforme chaque trahison en un test réussi et non en une chaîne qui te lie. Répète-toi, je ne peux pas contrôler ce qu'ils font, mais je peux toujours contrôler ce que je décide d'être. Cette phrase, vécue avec discipline, est la clé de la liberté. Devenir intouchable ne signifie pas devenir de pierre ou perdre sa sensibilité. Cela signifie que rien ne peut ébranler la racine de ton caractère. Tu peux ressentir de la douleur, tu peux reconnaître la blessure, mais tu ne donnes jamais le pouvoir de ta paix à quelqu'un d'autre. Cette sérénité devient ton plus grand bouclier, ta forteresse la plus claire et la marque que tu as appris à vivre selon tes propres règles. Parce qu'à la fin, lorsque tu atteins la paix qui ne dépend pas de l'extérieur, tu découvres qu'aucun acte de trahison ne peut vraiment te toucher. 9. Fais de la patience ta victoire silencieuse. Le bambou met des années à pousser sous terre avant de pointer le bout de son nez à la surface. Pendant ce temps invisible à l'œil, il semble que rien ne se passe, mais en réalité, il construit des racines profondes qui le soutiendront lorsqu'il s'élèvera enfin vers le ciel. C'est ainsi que fonctionne la patience face à la trahison. Alors que d'autres attendent des réactions immédiates ou des explosions de colère, tu travailles en silence, renforçant ton intérieur pour que, le moment venu, rien ne puisse te faire tomber. Le premier conseil est d'accepter que la guérison ne se fait pas du jour au lendemain. La trahison blesse et ses cicatrices ont besoin de temps. Ne prétends pas te guérir en une semaine, ni faire semblant que tout va bien immédiatement.
La pratique stoïcienne consiste à comprendre que chaque processus a son rythme naturel et que le précipité ne fait que prolonger la souffrance. Permets-toi d'avancer pas à pas, sans anxiété pour des résultats rapides. Le véritable progrès se produit dans l'invisible, dans chaque pensée que tu choisis d'apaiser, dans chaque impulsion que tu décides de maîtriser. Le deuxième conseil est de s'entraîner à l'attente active. La patience ne signifie pas rester les bras croisés, mais utiliser le temps pour grandir. Pendant que ta blessure guérit, renforce ta discipline par des actions concrètes. Étudie, fais de l'exercice, écris, travaille sur ton but. Chaque jour investi dans ton développement est une brique de plus dans le mur qui te protégera des futurs coups. En te concentrant sur toi, tu transformes l'attente en construction et la patience en stratégie. Une autre étape fondamentale est de résister à la tentation de chercher une justice immédiate. Le désir de vengeance est naturel, mais il a servi. Tu penses que répondre de la même manière te donnera la paix, alors qu'en réalité, tu ne fais que prolonger la blessure. Fais confiance au fait que le traître porte son propre châtiment. Insomnie, culpabilité, méfiance. Ta tâche n'est pas d'accélérer ce processus, mais de rester ferme sur ton chemin. La patience ici est une supériorité silencieuse, car pendant que l'autre se consume dans sa tempête, tu continues à grandir sans regarder en arrière. Pour appliquer cette pratique au quotidien, habitue-toi à mettre de la distance entre l'émotion et l'action. Lorsque tu ressens l'urgence de réagir, respire et attends. Compte ton calme en minutes, heures ou jours si nécessaire. Cette pause n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Plus tu entraînes cette habitude dans des situations mineures, plus il sera facile de l'appliquer dans des moments de trahison profonde. La patience devient un muscle qui se renforce à chaque utilisation. Rappelle-toi que la véritable victoire n'est pas de prouver quelque chose à l'extérieur, mais d'atteindre la sérénité à l'intérieur. Le bambou qui a passé des années à pousser sous terre s'élève un jour avec une force irrésistible. Toi aussi, en cultivant la patience, tu te prépares à atteindre une hauteur que la trahison ne pourra jamais toucher. Fais de ton attente un entraînement, de ton calme une stratégie et de ta patience la preuve que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi. 10. Transforme le passé en fondation, pas en prison. Le miroir brisé reflète ton visage en 1000 fragments, mais cela ne signifie pas que tu cesses d'être un seul. La trahison fait la même chose. Elle divise ton histoire en morceaux et te fait croire que tu ne seras plus jamais complet. La vérité est que ces fissures n'ont pas à devenir des chaînes. Elles peuvent se transformer en fondations sur lesquelles se construit ta nouvelle forteresse. Le passé ne peut pas être effacé, mais il peut être resignifié pour qu'il cesse d'être un lieu de confinement et devienne le sol solide sur lequel tu construis ton futur. Le premier conseil est d'arrêter de revivre ce qui s'est passé comme si cela se produisait encore. L'esprit a tendance à piéger la trahison dans un cycle de répétition, mais chaque souvenir nourri est une brique de plus dans la prison. La pratique stoïcienne consiste à accepter que ce qui s'est passé ne dépend plus de toi. Tu n'as pas de pouvoir sur ce qui est derrière toi, mais tu as le pouvoir sur la façon dont tu décides de t'en souvenir. Choisis de voir la blessure comme une leçon et non comme une condamnation. Le deuxième conseil est de transformer chaque souvenir en leçon pratique. Demande-toi ce que cette trahison a révélé sur toi-même. Quelle faiblesse elle a montrée. Quelle valeur elle a réaffirmée. Écris ces leçons et transforme-les en rappels quotidiens. De cette façon, le passé cesse d'être un poids mort et devient un maître sévère, mais juste. Chaque trahison peut t'apprendre à être plus prudent, plus discipliné et plus ferme dans tes décisions. Une autre étape importante est de clairement fermer ce qui n'a plus de place dans ta vie. Garder des objets, des messages ou des rituels qui te lient à la douleur, c'est comme visiter constamment la cellule d'une prison dont tu es déjà sorti. Fais un nettoyage conscient, non pas avec colère, mais avec fermeté. En te débarrassant de ce qui te rappelle la blessure, tu envoies un message à ton esprit. Cela a déjà rempli son but, maintenant je marche vers l'avant. La clé finale est d'utiliser le passé comme base pour un but plus grand,
Chaque trahison que tu as subie t'a donné une perspective que d'autres n'ont pas. Si tu choisis bien, tu peux transformer cette expérience en force pour inspirer, enseigner ou construire des relations plus authentiques. Le passé cesse d'être un ennemi lorsque tu le mets au service de ta croissance. C'est la différence entre vivre piégé et vivre avec direction. Rappelle-toi qu'un miroir brisé peut toujours refléter la lumière si tu sais le placer sous le bon angle. Ton histoire n'est pas un ensemble de ruines, c'est la preuve que tu as survécu à ce qui aurait pu te détruire. Transforme ces fissures en fondation et la trahison en une base solide à partir de laquelle personne ne pourra démolir ce que tu décides de construire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Vivre à genoux n'est pas vivre, c'est une condamnation silencieuse que beaucoup acceptent sans s'en rendre compte. Tu t'habitues à te taire quand tu devrais parler, à céder quand tu devrais dire non, à porter des fautes qui ne te sont pas attribuables et à mendier le respect comme s'il s'agissait d'un privilège. Cette soumission, déguisée en bonté, en patience ou en fausse force, n'est rien d'autre que la perte graduelle de ta dignité. Le stoïcisme nous rappelle que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur nous si nous ne le lui donnons pas. Mais quand tu tolères des dynamiques qui t'affaiblissent émotionnellement, quand tu justifies l'injustifiable ou quand tu vis en essayant de prouver ta valeur, tu renonces à ta propre force. Et c'est là que la douleur devient une habitude, quand la blessure cesse de saigner parce que tu as déjà accepté de vivre blessé. Cette vidéo n'est pas pour celui qui cherche de belles paroles ou des phrases qui adoucissent la réalité. Elle est pour celui qui en a marre de baisser la tête, de se laisser manipuler par la peur du rejet, de cacher sa douleur derrière un sourire forcé, de tout donner tout en restant vide. Ici, nous parlerons de limites, de respect de soi, d'authenticité et du courage de marcher droit, même si ça fait mal. La dignité ne se demande pas, elle s'impose par des actions. Et les pratiques que tu vas découvrir ne sont pas théoriques. Ce sont des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour cesser d'être complice de ta propre faiblesse. Parce que le jour où tu décides de ne plus te soumettre, ce jour-là commence ta véritable liberté. Ici, nous ne venons pas pour survivre en silence, nous venons pour retrouver la force de vivre debout. 1. Dire non avec fermeté et authenticité. Un mur qui se fissure à cause d'une seule crevasse finit par s'effondrer tôt ou tard. Il en va de même pour toi lorsque tu ne sais pas dire non. Chaque concession injustifiée devient une fissure qui affaiblit ton caractère et ton respect de toi-même. La plupart des gens ont peur de prononcer ce mot court parce qu'ils associent le non au rejet, à la perte d'affection ou à la provocation de conflits. Mais la vérité est que dire toujours oui est la façon la plus rapide de te trahir toi-même et de vivre soumis à la volonté des autres. Dire non avec fermeté ne signifie pas être cruel ou égoïste. Cela signifie établir la limite qui protège ta dignité. Lorsque tu dis oui à tout, ta vie cesse d'être la tienne pour devenir un terrain ouvert où n'importe qui décide, donne son avis et prend ce qu'il veut. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence dans l'esprit et se renforce dans l'action. Et l'une des actions les plus puissantes est le simple fait de refuser ce qui ne te concerne pas. Comment éviter de tomber dans le piège de céder par peur? La première chose est de reconnaître que ton temps et ton énergie sont des ressources limitées, non renouvelables, et que les donner sans mesure à d'autres te laisse vide pour toi-même. Une pratique quotidienne peut être de t'arrêter avant de répondre à toute demande et de te demander si tu veux vraiment le faire ou si tu l'acceptes seulement pour éviter de déranger. Cette courte pause te permet de décider en toute conscience et non par culpabilité. Un autre conseil est d'apprendre à utiliser des phrases qui ferment la porte sans avoir besoin de longues explications, car l'authenticité ne nécessite pas de justification. Un non, dit calmement et en toute confiance, suffit.
Tu peux le dire avec politesse, mais jamais avec doute. Entraîne-toi dans le quotidien, à partir de petites choses, comme refuser un engagement inutile, ou ne pas accepter des conversations que tu sais ne rien t'apporter. Chaque fois que tu le fais, tu renforces ton mur, empêchant qu'il ne se fissure. Il est également essentiel de reconnaître que les personnes qui sont offensées par tes limites n'étaient jamais intéressées par toi, mais par ce qu'elles obtenaient de ton absence de limites. Celui qui te respecte n'a pas besoin que tu dises oui à tout. Celui qui t'apprécie valorise plus ta sincérité que ta soumission. La peur de perdre se transforme en liberté lorsque tu comprends que la seule chose que tu ne peux pas perdre, c'est toi-même. Dire non est un acte de respect envers toi et paradoxalement, un acte de respect envers les autres, car cela leur montre ta véritable place et leur enseigne jusqu'où ils peuvent aller. Chaque non que tu prononces avec fermeté est un rappel que ta vie n'est pas à vendre, que ta dignité n'est pas négociable et que ta valeur ne dépend pas du nombre de fois où tu cèdes, mais du nombre de fois où tu restes fidèle à ce que tu es. Apprendre à dire non est le premier pas pour marcher debout, car tant que tu ne le feras pas, tu continueras à construire un mur plein de fissures que n'importe qui peut traverser. 2. Pardonner sans oublier la leçon. Un incendie laisse des cendres, même si tu réussis à éteindre les flammes. C'est ainsi que fonctionne le pardon. Il éteint le feu de la rancune, mais les cendres sont la mémoire qui te rappelle où se trouvait le danger. Beaucoup confondent pardonner avec effacer tout, avec faire semblant que rien ne s'est passé, avec ouvrir à nouveau la porte au même dommage. Cette erreur est ce qui transforme le pardon en un piège, car sans mémoire, tu finis par répéter l'histoire et pardonner ta dignité à celui qui l'a déjà piétinée. Pardonner sans oublier est un acte de force intérieure. Le pardon libère ton esprit du poids de la colère, car le ressentiment prolongé est comme porter un charbon ardent en espérant brûler l'autre. Mais celui qui finit par brûler, c'est toi. Cependant, ne pas oublier la leçon signifie apprendre à reconnaître les modèles qui ont conduit à cette douleur et utiliser cet apprentissage comme une armure. Le stoïcisme enseigne que ce qui nous blesse n'est pas le fait en soi, mais la façon dont nous décidons de l'interpréter et comment nous y répondons. C'est pourquoi pardonner sans mémoire est de la naïveté, mais pardonner en se souvenant est de la sagesse. Comment le mettre en pratique? Commence par reconnaître que pardonner ne signifie pas te réconcilier avec tout le monde. Tu peux libérer la charge émotionnelle et en même temps prendre de la distance. Le premier conseil est de séparer l'émotion du fait. Écris ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti et ce que tu as appris. Cet exercice te permet de voir la situation de l'extérieur, sans rester coincé dans la blessure. Une fois que tu comprends, tu peux laisser aller le ressentiment, mais conserver l'enseignement comme guide. Un autre conseil est d'établir une limite claire avec celui qui t'a déçu. Il ne s'agit pas de faire à nouveau confiance aveuglément, mais de décider à partir de quel point tu veux te lier. Si la personne montre des changements réels, peut-être que tu permettras un nouveau départ avec prudence, mais si elle reste la même, ta décision de maintenir la distance fait également partie du pardon, car tu choisis la paix plutôt que de répéter la douleur. Il est également important de se rappeler que se pardonner à soi-même est essentiel. Souvent, tu portes plus la culpabilité que le dommage subi. Demande-toi, quelle responsabilité réelle ai-je eue? Quelle partie était hors de mon contrôle? Le pardon de soi est l'étape qui t'empêche de vivre enchaîné à la culpabilité et en même temps te prépare à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Enfin, adopte un rituel de clôture. Cela peut être d'écrire une lettre que tu n'enverras jamais, de parler à voix haute de ce que tu décides de lâcher ou simplement une méditation où tu remercies pour la leçon. Le stoïcisme ne cherche pas à te transformer en pierre, mais en quelqu'un capable de transformer chaque blessure en sagesse. Pardonner sans oublier n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, je lâche le poids qui me lie, mais je garde la leçon qui me protège. Ainsi, tu transformes le feu qui t'a brûlé en lumière pour ton chemin, et tu assures que ta dignité ne retombe pas entre de mauvaises mains. 3. Transformer le rejet en liberté.
Le rejet ressemble à une porte qui se ferme brusquement devant toi. Le bruit fait mal, il te laisse un écho dans la poitrine. Mais si tu lèves les yeux, tu découvres que ce n'était pas la seule entrée, qu'il y avait toujours d'autres chemins qui t'attendaient. Le problème est que beaucoup restent paralysés devant cette porte fermée, convaincus que leur valeur dépendait de l'acceptation de quelqu'un d'autre. Cette illusion est ce qui transforme le rejet en une condamnation, alors qu'en réalité, il peut être le début de ta véritable liberté. Accepter le rejet comme une partie naturelle de la vie est un principe profondément stoïcien. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, ni forcer personne à te valoriser, mais tu peux décider comment interpréter ce refus. Lorsqu'une personne ne te choisit pas, ne te valide pas ou ne reconnaît pas ton effort, ce qu'elle fait vraiment, c'est te montrer que tout ne dépend pas de toi, et c'est là que surgit l'opportunité de lâcher le besoin d'approbation. Comment le mettre en pratique? D'abord, arrête d'associer le rejet à ton identité. Une critique, un non ou une indifférence ne signifie pas que tu vaux moins. Il signifie que tu ne corresponds pas à cet endroit, à cette personne ou à ce moment. Le conseil est de changer la question. Au lieu de « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», demande-toi « qu'est-ce que je peux faire avec cette liberté qui s'ouvre maintenant ?» Cette simple variation mentale transforme la blessure en un nouvel espace où tu peux grandir. Deuxièmement, crée une relation plus saine avec l'échec. Chaque rejet est une information précieuse. Il te montre ce qui n'a pas fonctionné. Il te révèle où tu n'as pas besoin d'investir plus d'énergie. Le conseil ici est de tenir un journal personnel. Note chaque situation où tu as été rejeté et écris ce que tu as appris de cette situation. Avec le temps, tu verras que ce qui semblait être une défaite était en réalité une libération déguisée. Un autre conseil pratique est de travailler sur l'autosuffisance émotionnelle. Lorsque ta valeur dépend de la validation externe, toute porte fermée devient un effondrement. Mais si tu renforces ton monde intérieur, si tu développes des activités, des habitudes et des passions qui te soutiennent, alors le rejet perd de son pouvoir, car ta vie ne se définit pas dans le regard des autres. Enfin, apprends à remercier le rejet. Tu ne le verras peut-être pas tout de suite, mais beaucoup de rejets t'ont empêché de rester coincé dans des endroits qui ne te correspondaient pas. Tu peux même pratiquer un exercice de gratitude stoïcienne. Chaque fois que quelqu'un te rejette, note 3 avantages possibles que ce refus pourrait apporter à ta vie. Au début, cela sera difficile, mais avec le temps, tu découvriras que chaque non est aussi une façon de rediriger ton chemin. Le rejet cesse d'être une blessure lorsque tu comprends qu'il ne te prend rien. Il ne fait que dégager le terrain de ce qui n'était pas à toi. Le transformer en liberté, c'est se rappeler que tu n'as pas besoin de portes étrangères pour avancer, parce que ta dignité ne dépend pas d'être acceptée. Elle dépend de ta capacité à continuer à avancer sans te prosterner devant l'opinion de personne. 4. Vivre sans justifier ton existence. Il y a des gens qui marchent comme s'ils portaient une pancarte invisible autour du cou qui dit « Je vaux la peine, crois-moi ». Ils s'efforcent de le prouver avec chaque mot, chaque geste, chaque sacrifice. Ce poids non seulement fatigue, mais consomme lentement l'essence de celui qui le porte. Quand tu vis en essayant de justifier ton existence, tu finis par devenir un acteur d'une pièce que tu n'as pas écrite, en jouant un rôle que tu n'as jamais demandé. Le stoïcisme enseigne que tout ce dont nous avons besoin pour être dignes est d'être en vie, car la nature nous a déjà accordé une place dans le monde. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un que tu mérites du respect, tu n'as pas à prouver ta valeur par des réalisations constantes, ni à sacrifier ta paix pour que quelqu'un t'accepte. Quand tu tombes dans ce piège, tu deviens esclave des regards extérieurs, et chaque pas que tu fais, tu le fais pour plaire, pas pour avancer. Comment rompre avec cette dynamique? D'abord, comprends que tu n'es pas un projet en attente d'approbation. Ta valeur ne dépend pas du nombre de buts que tu atteins, ni du nombre de personnes qui t'applaudissent. Ta valeur est déjà donnée par le simple fait d'être. Un conseil pratique est d'arrêter d'expliquer chaque décision que tu prends, car chaque explication inutile est une façon de demander la permission d'exister. Pratique le silence stratégique. Quand tu décides quelque chose d'important, fais-le avec assurance, sans l'embellir avec des justifications. Deuxième, travaille la cohérence entre ce que tu penses
dit et fait. Si tu vis selon tes principes, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car ta vie parle pour toi. Fais un exercice simple. Note 3 valeurs que tu considères essentielles et vérifie si tes actions quotidiennes les reflètent. Quand il y a cohérence, le besoin de justifier disparaît car tu te rends compte que tu vis déjà dans ta vérité. Un autre conseil est d'apprendre à tolérer le jugement des autres. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, minimiser, remettre en question. Le problème n'est pas l'opinion des autres, mais ta réaction face à elle. Ici s'applique la dichotomie du contrôle stoïcien. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent, mais tu peux contrôler combien de cela tu laisses entrer dans ta vie. La pratique quotidienne est de te demander « Est-ce que cela me définit ou reflète-t-il simplement la vision limitée de l'autre ?» Enfin, entoure-toi d'environnements qui ne te demandent pas de prouver constamment. Si quelqu'un ne te valorise que pour ce que tu donnes et non pour ce que tu es, cette relation est une scène où tu seras toujours un acteur secondaire. Choisis des liens où l'authenticité n'est pas négociable, où tu peux te montrer sans masque et sans besoin de justifier chaque pas. Cesser de justifier ton existence, c'est retrouver la paix de marcher léger, sans pancarte, sans masque, sans cette obsession de prouver. C'est se rappeler que la vie ne consiste pas à convaincre quelqu'un de ta valeur, mais à la vivre avec fermeté. Le jour où tu décides de ne pas demander la permission d'exister, ce jour-là commence ta véritable liberté. 5. Choisir le progrès plutôt que la perfection. La perfection est comme un mirage au milieu du désert. Elle semble être de l'eau cristalline au loin. Tu cours vers elle de toutes tes forces, et quand tu crois être proche, elle se dissipe, ne laissant que plus de sable. C'est ainsi que fonctionne l'obsession de tout faire impeccablement. Tu n'y arrives jamais, ce n'est jamais suffisant. Il manque toujours un détail de plus. Cette habitude, loin de te stimuler, finit par te lier à l'épuisement constant et à la frustration, car tu vis en mesurant ta valeur avec une norme impossible. Le stoïcisme enseigne que la vie n'exige pas la perfection, mais la constance. Ce qui définit ton caractère n'est pas d'atteindre un idéal inatteignable, mais de faire des pas réels, même s'ils sont petits. Le progrès est le chemin de ceux qui comprennent que le mouvement, aussi minime soit-il, est mieux que de rester paralysé en attendant le moment parfait. Alors que certains perdent des années à corriger ce qui ne sera jamais totalement corrigé, d'autres avancent avec des erreurs, apprennent et grandissent. Comment choisir le progrès plutôt que la perfection? D'abord, change ta façon de mesurer le succès. Au lieu de te demander si tu l'as fait sans faute, demande-toi si aujourd'hui tu es un peu meilleur qu'hier. Cette perspective transforme ton énergie, car chaque avancée, aussi petite soit-elle, devient une victoire réelle. Un conseil pratique est de tenir un registre de progrès quotidien, pas d'échecs. Note ce que tu as fait aujourd'hui qui te rapproche de tes objectifs et célèbre ce pas, même s'il n'a pas été parfait. Deuxièmement, apprends à vivre avec les erreurs. Le perfectionniste les voit comme des menaces à sa valeur, mais celui qui cherche le progrès les reconnaît comme des maîtres. La pratique est simple. Chaque fois que tu échoues, au lieu de te punir, écris 3 leçons que tu peux tirer de cette expérience. Ainsi, tu transformes ce qui semblait être une défaite en croissance et tu renforces la mentalité stoïcienne de transformer l'adversité en opportunité. Un autre conseil est d'éviter le piège de la comparaison. Le perfectionnisme se nourrit du mirage des autres, de croire que tout le monde fait mieux que toi. Souviens-toi que ce que tu vois à l'extérieur n'est que la façade, pas la vérité complète. Au lieu de regarder ce que les autres accomplissent, concentre ton attention sur ton propre parcours. Le progrès est individuel et ton chemin n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Enfin, entoure-toi d'actions pratiques qui brisent la paralysie du perfectionnisme. Si tu attends que tout soit prêt pour commencer, tu ne commenceras jamais. Décide d'avancer avec ce que tu as. Le conseil est d'appliquer la règle des 80%. Si quelque chose est suffisamment bien pour remplir son objectif, lance-le, fais-le, bouge-le.
Cette habitude entraîne ton esprit à valoriser l'action au-dessus de l'illusion de la perfection. Choisir le progrès plutôt que la perfection, c'est choisir la liberté plutôt que l'esclavage de l'inatteignable. C'est accepter que ta dignité ne dépend pas d'être impeccable, mais d'être constant, discipliné et réel. Chaque pas que tu fais, même s'il n'est pas parfait, est une déclaration que tu avances, et cette avancée est ce qui te rend fort. 6. Te respecter pour projeter le respect. Un miroir ne fait que refléter ce qui se trouve devant lui. Si ce que tu places devant lui est l'insécurité, le doute et le manque de limites, cela te reviendra sous forme de mépris et de manipulation. Mais si ce que tu montres est la fermeté, la clarté et le respect de soi, le reflet sera complètement différent, car les autres apprennent à te traiter de la manière dont tu te traites toi-même. Te respecter n'est pas un geste de vanité, c'est une nécessité de base pour maintenir ta dignité. Celui qui ne se respecte pas finit par accepter l'inacceptable, justifier l'injustifiable et supporter ce qu'il sait au fond qu'il ne mérite pas. Le stoïcisme enseigne que l'on ne peut pas contrôler l'attitude des autres, mais que l'on peut contrôler le standard avec lequel on décide de vivre. Et lorsque tu élèves ce standard, le monde le perçoit. Comment commencer à pratiquer le respect de soi? Le premier conseil est de prendre soin de ta parole. Chaque fois que tu promets quelque chose et que tu ne le tiens pas, tu te manques de respect à toi-même, car ta voix perd de sa valeur. Engage-toi seulement avec ce que tu peux vraiment soutenir et tiens-le avec discipline. Cette cohérence te renforce et projette une solidité face aux autres. Deuxièmement, apprends à établir des limites visibles. Il ne suffit pas de sentir que quelque chose ne te plaît pas, tu dois l'exprimer. Le respect se projette lorsque tu dis clairement « jusqu'ici, je vais » et « jusqu'ici, tu vas ». Un exercice pratique est de commencer par le quotidien, comme ne pas permettre des interruptions constantes lorsque tu parles ou ne pas accepter des commentaires blessants déguisés en blagues. En fixant ces limites, tu enseignes comment tu veux être traité. Un autre conseil est de prendre soin de ton environnement. Te respecter signifie aussi ne pas t'exposer à des environnements qui corrodent ta valeur. Demande-toi, est-ce que cet espace me renforce ou me fragilise ? Si tu découvres que ce qui t'entoure ne fait qu'alimenter l'insécurité et l'épuisement, le respect de soi t'oblige à prendre de la distance. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Il est également important de prendre soin de ton corps et de ton esprit. La façon dont tu te nourris, te reposes et t'entraînes reflète combien tu te valorises. Il ne s'agit pas de chercher un idéal physique, mais de te montrer à toi-même que tu mérites de l'attention et des soins. Cette discipline se traduit par le respect projeté, car celui qui prend soin de lui envoie un message silencieux qu'il sait combien il vaut. Enfin, arrête de t'excuser pour exister. Chaque fois que tu minimises tes réussites, chaque fois que tu te rétrécis pour ne pas déranger, tu renforces l'idée que ta présence est moins importante. Le respect de soi se cultive en parlant clairement, en occupant ton espace sans peur et en reconnaissant ce que tu fais bien sans tomber dans l'arrogance. Lorsque tu commences à te respecter vraiment, quelque chose change dans ton regard, dans ta posture, dans ta voix. Tu ne demandes plus le respect, tu l'imposes avec ta présence. Et ce reflet est impossible à ignorer, car le monde finit par te traiter avec la même dignité que tu as décidé de t'exiger en premier. 7. Aimer avec des limites sages. L'amour sans limite ressemble à une rivière en crue. Au début, il semble abondant, puissant, mais il détruit tout sur son passage. Ce qui est donné sans mesure finit par tout ravager, car le don sans contrôle n'est pas constructif, il épuise. Celui qui aime sans poser de frontières devient l'esclave de son propre affect, confondant le sacrifice avec l'affection et la dépendance avec l'engagement. Aimer avec des limites sages ne signifie pas donner moins, cela signifie donner de manière juste, à partir de la dignité et non de la soumission. Le stoïcisme enseigne que tout ce que nous donnons doit être gouverné par la raison et non par l'impulsion.
Si ton amour devient une permission pour que d'autres te blessent, ce que tu appelles amour est en réalité un abandon de toi-même. Comment le pratiquer dans la vie quotidienne? D'abord, définis ce que tu es prêt à accepter et ce que tu ne l'es pas. Fais une liste des comportements qui sont inacceptables pour toi dans une relation, qu'elle soit de couple, d'amitié ou de famille. Cet exercice te permet d'avoir de la clarté avant que l'émotion ne t'aveugle. Lorsque ces comportements apparaissent, ne les justifie pas, ne les maquille pas, mets-y un terme immédiat. Deuxièmement, rappelle-toi que dire non est aussi une forme d'amour. Souvent, donner une limite est l'acte d'amour le plus grand, car il protège à la fois ton intégrité et celle de l'autre. Si tu acceptes tout, même ce qui te détruit, tu finis par alimenter des dynamiques toxiques qui explosent tôt ou tard. Pratique dire non sans culpabilité, avec calme et fermeté, comme un signe que tu valorises ce que tu ressens, mais aussi ce que tu es. Un autre conseil est de ne pas confondre le don avec l'autosacrifice. Aimer n'est pas s'annuler, ni se taire, ni toujours céder. L'amour sain implique la réciprocité. Évalue tes relations. Donnes-tu beaucoup plus que tu ne reçois? Fais-tu toujours des efforts tandis que l'autre n'exige que? Si la balance est déséquilibrée, ce lien n'est pas de l'amour, c'est de l'épuisement. Ajuste ce que tu donnes pour ne pas finir vide. Il est également essentiel de communiquer tes besoins sans peur. Aimer avec des limites sages n'est pas construire des murs, c'est tracer des frontières claires et les expliquer avec honnêteté. Dis ce dont tu as besoin, exprime ce que tu ne tolères pas et maintiens cette cohérence avec tes actes. Si quelqu'un se sent offensé parce que tu as des limites, c'est parce qu'il cherchait à profiter de ton absence de limites. Enfin, rappelle-toi que aimer avec sagesse commence par toi. L'amour-propre est la mesure avec laquelle tu calcules ce que tu donnes et ce que tu permets de recevoir. Si tu te respectes, tu n'accepteras pas les miettes déguisées en affection, ni les mots doux qui sont accompagnés de mépris. Aimer avec des limites sages, c'est choisir des relations qui ajoutent et fermer la porte à celles qui tentent de briser ta dignité. L'amour véritable ne détruit pas, il construit. Et ce n'est que lorsque tu décides d'aimer avec des limites claires que tu peux construire des liens où le don n'est pas l'esclavage, mais la liberté partagée. 8. Utiliser ta voix contre l'injustice. Le silence face à l'injustice est comme regarder quelqu'un enfoncer un couteau dans une plaie ouverte et rester immobile, en espérant que la douleur disparaisse d'elle-même. Garder le silence ne fait pas disparaître l'agression, il la nourrit. Chaque fois que tu choisis de te taire quand tu devrais parler, le message que tu envoies est un message de permission, et ce que tu tolères en silence aujourd'hui devient la norme demain. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas craindre le jugement des autres lorsque nous défendons ce qui est juste, car ce qui dépend de nous est de rester fidèles à la vérité. La voix n'est pas seulement un instrument pour parler, c'est une arme de clarté, de limite et de dignité. Si tu ne l'utilises pas, tu finis par vivre sur une scène où d'autres écrivent ton histoire et tu ne fais que murmurer en arrière-plan. Comment commencer à utiliser ta voix contre l'injustice ? D'abord, reconnais que parler ne signifie pas crier ni perdre le contrôle. Cela signifie nommer ce qui est mal avec fermeté et calme. Un conseil pratique est de t'entraîner dans des situations mineures. Si quelqu'un fait un commentaire qui te dérange, dis-le sur le moment avec clarté, sans fioriture. Chaque fois que tu exprimes ton inconfort, tu renforces l'idée que ta dignité n'est pas à vendre. Deuxièmement, évite de te justifier lorsque tu défends tes limites. Celui qui s'explique toujours finit par affaiblir son message. Ta voix est plus forte lorsqu'elle est brève, directe et sûre. Pratique des phrases courtes qui marquent une frontière. Ce n'est pas acceptable. Ne me parle pas comme ça. Arrête. Tu n'as pas besoin de longs discours pour montrer clairement que tu ne tolères pas les mauvais traitements. Un autre conseil est de perdre la peur de déranger. L'injustice repose toujours sur le confort du silence d'autrui. Chaque fois que tu parles, tu secoues ce confort et forces l'autre à se confronter à son comportement.
Au début, cela peut être inconfortable, mais rappelle-toi que le respect ne naît jamais de la volonté de plaire, mais de la clarté avec laquelle tu montres ce que tu ne vas pas permettre. Il est également essentiel de travailler sur la cohérence. Il ne sert à rien de parler contre l'injustice si tes actes contredisent tes paroles. Utilise ta voix, mais soutiens-la également avec des décisions fermes. Si tu dénonces un comportement toxique, ne continue pas à nourrir cette relation. Si tu pointes du doigt un abus, ne le justifie plus en silence. La cohérence est ce qui donne une véritable force à ta voix. Enfin, comprends que ta voix ne te protège pas seulement, elle inspire aussi les autres. Beaucoup de personnes se taisent par peur, mais quand quelqu'un ose parler, il brise le sort de la soumission et ouvre la voie pour que d'autres fassent de même. En utilisant ta voix contre l'injustice, tu ne défends pas seulement ta dignité, tu sèmes aussi un exemple de courage qui peut transformer ton environnement. Se taire face à l'abus n'est jamais une neutralité, c'est de la complicité. Ta voix, utilisée avec fermeté et sans peur, est le signe que tu refuses de vivre soumis. Et chaque mot que tu prononces avec courage est une brique dans le mur qui protège ta dignité. 9. Honorer ta douleur sans la nier. La douleur ressemble à une ombre qui t'accompagne toujours, même si tu essaies de courir plus vite ou d'éteindre la lumière pour ne pas la voir. Plus tu l'évites, plus elle devient grande et sombre. Beaucoup préfèrent nier ce qu'ils ressentent, cacher leurs blessures derrière un sourire forcé, comme si ignorer la souffrance suffisait à la faire disparaître. Mais la douleur ne disparaît pas quand tu la tais, elle s'enfonce en toi et finit par gouverner secrètement ta vie. Honorer ta douleur signifie la regarder en face et reconnaître qu'elle fait partie de ton histoire. Le stoïcisme enseigne que ce qui importe n'est pas le poids de ce qui se passe, mais l'interprétation que nous en faisons. Nier une blessure est une faiblesse déguisée, l'accepter est une véritable force. Il ne s'agit pas de se complaire dans la souffrance, mais de lui donner la place qu'elle mérite en tant que maître silencieux. Comment le pratiquer au quotidien? D'abord, laisse ta douleur avoir un espace. Écris ce que tu ressens, parlant à quelqu'un de confiance ou simplement reconnais à haute voix ce que tu traverses. Ne la déguise pas, ne la minimise pas, car chaque fois que tu le fais, tu la rends plus lourde. La reconnaissance est la première étape pour libérer le fardeau. Deuxième, transforme la douleur en apprentissage. Demande-toi, qu'est-ce que cette blessure me montre que je n'aurais pas vu autrement? Peut-être révèle-t-elle ton besoin de fixer des limites, de valoriser davantage ton temps, de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Le conseil ici est de créer un rituel de réflexion, que ce soit dans un journal ou dans des moments de silence, où tu transformes chaque expérience douloureuse en une leçon pour ton futur. Un autre conseil est d'éviter le piège de te comparer à la douleur des autres. Beaucoup invalident ce qu'ils ressentent parce qu'ils croient que d'autres souffrent plus. Mais ta douleur est à toi et mérite du respect. Le fait que quelqu'un souffre différemment ne signifie pas que la tienne est moindre. Honorer ta douleur, c'est lui donner de la légitimité, peu importe sa taille. Il est également vital de ne pas transformer la douleur en identité. La reconnaître ne signifie pas la porter comme un drapeau. Le danger de la nier est qu'elle te contrôle depuis l'ombre. Mais le danger de l'embrasser trop fort est que tu finisses par te définir par elle. L'équilibre est dans l'acceptation, l'apprentissage de celle-ci, et ensuite continuer avec la tête haute. Enfin, rappelle-toi que honorer ta douleur, c'est aussi lui donner un but. Tu peux l'utiliser comme moteur pour construire une vie plus forte, comme élan pour ne pas répéter de vieilles chaînes, comme rappel de ta capacité de résistance. Chaque cicatrice est une marque que tu as survécue, et loin de t'affaiblir, elle te rend plus conscient et plus ferme. Nier ta douleur, c'est vivre dans l'illusion. L'honorer, c'est vivre dans la vérité. Et quand tu l'acceptes, tu la transformes en force, en clarté et en un témoignage que ta dignité ne se brise pas avec les blessures, mais se renforce avec elles. 10. Marcher debout avec dignité. La dignité ressemble à une colonne vertébrale, invisible mais indispensable.
Tu peux essayer d'avancer courbé pour plaire, te plier pour t'intégrer, ou t'agenouiller pour que les autres ne soient pas dérangés. Mais chaque fois que tu le fais, ta colonne se brise un peu plus. Et sans elle, tôt ou tard, il ne reste plus de force pour te soutenir. Marcher debout, c'est décider que ta valeur ne dépend pas des regards des autres, mais de la fermeté avec laquelle tu choisis de vivre. Celui qui marche avec dignité ne le fait pas parce que le chemin est facile, il le fait parce qu'il sait que se plier devant l'injustice, l'humiliation ou la dégradation ne compense jamais. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté n'est pas dans l'extérieur, mais dans le choix de rester intègre même au milieu de l'adversité. Tu n'as pas besoin d'ornements, de titres, ni d'approbation pour te soutenir. Tu as besoin de principes, de cohérence et du courage de ne pas céder l'essentiel. Comment mettre cela en pratique? D'abord, examine ta posture dans la vie. Demande-toi: dans quelle situation je me penche trop pour ne pas perdre l'affection ou l'approbation? Identifier ces moments est le début pour les corriger. Le conseil est de commencer par le quotidien. Dire ce que tu penses, même si cela dérange. Rejeter ce qui dégrade, même si cela te fait perdre de la compagnie. Rester ferme, même si tes jambes tremblent. Deuxième, entoure-toi d'environnements qui ne t'exigent pas de t'agenouiller. Si tu as besoin de te diminuer pour être accepté, cet endroit n'est pas pour toi. La dignité ne se négocie pas, elle se protège. Crée des liens où tu peux te tenir debout, où tu n'as pas à cacher ta voix ni à déguiser ton essence. Un autre conseil est de pratiquer le silence lorsque l'on veut te provoquer à te rabaisser. Se taire n'est pas toujours de la soumission, parfois c'est l'acte le plus haut de dignité, car il montre que tu ne descends pas au niveau de celui qui cherche à t'entraîner. Apprends à distinguer entre le silence qui protège et le silence qui enchaîne, et choisis toujours le premier. Enfin, engage-toi à ne pas reculer sur ce que tu sais être juste. La dignité se renforce avec chaque décision qui la soutient, du plus petit au plus grand. Chaque fois que tu choisis de ne pas te trahir, ta colonne devient plus solide et ta marche plus ferme. Marcher debout avec dignité n'est pas un geste de fierté vide, c'est un acte de respect envers toi-même et une déclaration au monde. Je ne vais pas vivre à genoux. Cette posture, bien qu'elle coûte des relations, bien qu'elle dérange, bien qu'elle fasse mal, est la seule qui assure que tu ne perdras pas ce qu'il y a de plus précieux, ton essence. Et quand tu réussis à te tenir debout, tu découvres que rien d'extérieur n'a le pouvoir de te faire plier. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.